Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Parole d'Histoire aujourd'hui au sens propre, puisque l'émission va vous permettre d'entendre un témoignage sonore, celui d'un résistant et déporté, enregistré par Isabelle Neuschwander. On discute avec elle de son beau livre L'aventure du Boara. Une émission dont vous retrouvez les références sur le site parolehistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Sur le coup des 8h du matin, c'est-à-dire 2 heures après le débarquement, on était déjà au courant. C'est-à-dire qu'on le savait avant les Allemands, et tout au moins avant les Allemands qui n'écoutaient pas la radio anglaise. Isabelle Neuschwander, qui est-ce qu'on vient d'entendre ? Alors cette voix est celle de mon père, que j'appellerai Louis, donc Louis de la Bruyère, qui a accepté à l'été 1987 de me livrer son témoignage de résistance et de déportation. Ce qu'on vient d'entendre, il évoque le débarquement du 6 juin 1944. Il est où à ce moment-là ? Il a été déporté, on reviendra sur son histoire de déportation. Il est détenu au bagne de Remscheid de Lüttringhausen, qui est un bagne situé au sud de la Ruhr. Il y est détenu depuis le mois de mai 1941, donc 4 ans. Cet enregistrement, vous l'aviez fait en 1987, vous en avez confié une partie, on va en écouter des extraits. Vous faites aujourd'hui paraître un livre aux éditions OREP, L'aventure du Boara sur les traces de Louis de la Bruyère, élève pilote embarqué sur le Boara, résistance et déportation 1940-1945. C'est un très long travail qui a permis l'aboutissement de ce livre. Alors c'est un travail en plusieurs strates en fait. Finalement il m'a fallu presque 30 ans entre l'enregistrement à l'été 87 et le moment où je me suis mis réellement au travail. Donc il y a la strate familiale en fait, le moment où très jeune, à 9 ans, j'entends mon père raconter cette histoire à des amis, histoire que finalement il ne va me raconter qu'une seule fois, bien plus tard. Donc je vis ma jeunesse, mon début de carrière d'archiviste, puisque entre-temps je fais l'école des chartes, en connaissant cette histoire, en fait sans la connaître, mais en sachant que je l'écrirai un jour. Et puis, des événements un peu fondateurs arrivent après le témoignage, au décès de mon père, ces derniers mots étant en allemand d'ailleurs. On découvre dans la cave des documents, une valise contenant des documents sur sa déportation qu'en fait il m'a laissé comme une forme de transmission en fait, mais sans jamais le dire. En 1987, quand vous enregistrez ces bandes audio, dans les conditions de l'époque, vous êtes dans quel état d'esprit et est-ce que vous avez déjà en tant soit peu connaissance de l'histoire orale, de ce qui peut se faire ici ou là, de manière pas encore très systématisée, dans le recueil de témoignages ? En fait, pas du tout. Et j'ai vraiment honte en me réécoutant de quelques questions que j'ai pu poser qui étaient vraiment très, très naïves. Non, j'étais une jeune archiviste qui débutait sa carrière. Ça a été pratiquement une forme d'instinct. Alors peut-être certainement la formation à l'école des chartes m'a poussée à le faire, à garder une trace sûrement. J'avais déjà fait ma thèse d'école des chartes, mais je l'ai fait sans conducteur préalable, sans question préalable. Et d'ailleurs, on entend sur un petit radiocassette, et on entend ma deuxième fille, Béatrice, qui a 1 an sur mes genoux. Donc c'était quand même pas très professionnel. Mais le résultat l'est, lui. Cet enregistrement, est-ce qu'il compense d'une certaine manière un silence familial ? Vous dites que vous l'avez entendu en parler à des amis, mais est-ce qu'en famille, c'était plus compliqué d'évoquer cette période ? Alors, mon père ne faisait pas partie de ces déportés qui parlent. Certains de ses amis de déportation ont parlé à leurs enfants. Lui ne parlait pas. Je n'ai pas ressenti ce silence comme un poids, même si la maison était silencieuse. Je pense qu'il voulait plutôt nous protéger de sa déportation. En revanche, plus tard, je crois que l'écriture du livre m'a aussi permis de comprendre ce en quoi la déportation avait marqué notre éducation, avec mes frères et moi, Philippe et François. Une éducation très stricte, mais qui visait à nous rendre extrêmement indépendants, extrêmement autonomes, en particulier d'ailleurs les femmes. Là où nous pensions qu'il s'agissait d'une éducation liée à sa carrière militaire, je pense que beaucoup de cette rigueur et de cette forme de liberté provenaient des tréfonds de la déportation. Après la mort de votre père, vous êtes lancé dans une véritable enquête, progressivement, qui a pris de l'ampleur jusqu'à faire des voyages sur les lieux de sa déportation, sur les lieux de son emprisonnement.
Donc en fait, mon père est décédé en 2001, donc j'ai commencé vraiment le travail de recherche en 2017 à ma retraite, que j'ai un peu anticipé d'ailleurs pour mener ce travail. Très vite dans la recherche que j'ai menée comme une archiviste, historienne, voilà, sources écrites, bibliographie, mais très vite j'ai ressenti le besoin d'aller sur les traces. D'abord parce que on comprend beaucoup de choses en allant sur les lieux, par exemple en allant sur les lieux du départ du Buhara, le 12 février 1941 au soir. On comprend comment les jeunes hommes ont réussi à embarquer dans le silence, on comprend comment ils ont traversé la baie de la Fresnay. Lorsqu'on va sur les lieux de la déportation à Remscheid, Lütringhausen, on voit ces paysages complètement détruits par la guerre, un peu comme la Manche. On voit l'établissement intact, on ressent bien ce qu'ils ont pu eux-mêmes ressentir. Donc je crois qu'aller sur les lieux pour un chercheur, c'est très important. Et il y a un autre point, c'est que c'est sur les lieux que l'on rencontre les érudits locaux. Voilà. Et ça, les érudits locaux, c'est extrêmement important. En Allemagne, j'ai été très aidée par un érudit local qui travaille sur la résistance antifasciste et qui m'a vraiment ouvert les clés de beaucoup de compréhension. Vous avez aussi fait des rencontres avec des descendants, des familles, de ses compagnons d'équipée, puisque, on va en reparler, ils étaient 15 hommes au départ, 2 sont fusillés rapidement, 13 sont déportés, et donc il y a toute une série de gens, plus leur entourage, qui ont chacune à leur façon gardé des traces, parlé ou pas de cette histoire. Vous avez donc aussi noué des contacts ? Alors, j'avais des contacts pas réguliers, mais avec les descendants de ses camarades élèves pilotes avec lui, notamment la famille Laruelle. Donc j'ai renoué contact avec eux. Et puis j'ai rencontré au fur et à mesure des descendants de famille. Curieusement, la plupart du temps, c'est moi qui leur ai apporté des réponses ou des explications. Surtout sur la partie déportation, sur lesquelles on était vraiment dans un terrain vierge. Mais le chemin continue. C'est-à-dire qu'en fait, lors des conférences de présentation, j'ai rencontré le descendant du seul camarade dont je n'avais pas le portrait, René Le Breton. Donc, on est dans un échange mutuel. Et puis, parfois, juste une réflexion, un mot que ces descendants ont pu entendre confirme des éléments que je soupçonnais ou que j'ai retrouvés par les archives. Ça, c'est extrêmement important pour moi d'avoir une confirmation par un autre biais. Alors les archives, évidemment, c'est central parce que vous y avez fait votre carrière, en particulier à la section d'histoire contemporaine, des archives nationales, puis à la tête des archives nationales. Il y a aussi des archives, alors parfois d'ailleurs elles sont versées aux archives nationales, mais pas toujours, des archives dans les familles. Et du coup, vous êtes aussi tombé sur des archives privées. Donc votre livre, c'est un assemblage entre des éléments qui vous étaient sans doute très familiers professionnellement, et puis d'autres qui pouvaient l'être, mais malgré tout, il a fallu faire rentrer un certain nombre de choses d'une provenance moins identifiée, avec des conditions de transmission, d'écriture incertaines. Parfois, d'ailleurs, en vous lisant, vous dites vous-même, on n'est pas sûr de comment ce document a réussi à sortir de la prison de Cherbourg ou comment ce document a pu être dactylographié alors que, théoriquement, ils n'avaient pas accès à ça, etc. Donc là, il y a toute une strate documentaire très particulière à laquelle vous avez eu accès. Alors déjà, les archives privées de mon père, qui sont celles de la fameuse valise, qui sont extrêmement intéressantes, à la fois archives familiales et quelques documents qu'il a réussi à emporter lors de la libération. Dans les archives publiques, j'étais familière, évidemment, mais travailler en Allemagne dans les archives publiques allemandes était un terrain nouveau pour moi, donc, puisque j'ai travaillé aux archives du Land de Westphalie-Rhénanie du Nord. Pour les archives privées des autres familles, en général, je me suis livrée à une analyse diplomatique et ma formation m'a vraiment aidée pour essayer d'identifier les strates diverses du document, parce qu'il y en avait beaucoup. Et ensuite, j'ai rencontré vraiment un monde que, pour le coup, je connaissais de façon extérieure, avec lequel j'avais travaillé, mais de façon complètement extérieure, qui est le monde des collectionneurs. Et là, dans le monde des collectionneurs, en particulier dans la Manche, j'ai trouvé des documents absolument fabuleux, en particulier des photographies. Oui, les 3 seules photographies, a priori, du navire sur lequel ces jeunes gens ont embarqué avant d'être arrêtés, qui sont reproduits dans le livre. Ça, c'est quelque chose qui comptait pour vous, d'avoir un éditeur qui vous permet de reproduire beaucoup de documents ? Tout à fait, parce qu'en fait, cet ouvrage est un ouvrage mixte, hybride, comme on dit également, et il est à la fois mémoriel, il se veut historique, et il se veut aussi pédagogique avec une dimension artistique, puisqu'il y a des dessins réalisés par mon frère, et je ne voulais renoncer à aucune de ces dimensions. Donc c'est à la fois un beau livre, un ouvrage scientifique, je signale avec des notes de bas de page, ce qui est très important. Oui, pas des notes de fin de volume, des notes de bas de page. Et
j'ai eu la chance, effectivement, de trouver Orep Édition qui a accepté le challenge. Donc, il y a quand même 140 documents. C'est énorme. Des documents, en particulier allemands, qui sont difficiles à interpréter et pour lesquels je donne j'espère, du moins, des clés d'accès de lecture. Et puis, j'en profite pour signaler qu'est sortie hier la version électronique de l'e-book, de l'ouvrage. Et là, pour le coup, les enseignants, les familles peuvent se projeter dans les documents, les agrandir, travailler sur les images, les textes. Je trouve ça très, très satisfaisant comme travail. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pistes pédagogiques qu'on peut effectivement en tirer si on enseigne la période. Cette enquête, elle est à la fois personnelle et scientifique. Est-ce que vous êtes inspiré ou est-ce que vous avez réfléchi à partir de travaux qui se multiplient ces derniers temps d'un certain nombre de collègues, notamment, on pense à Yvan Jablonka, Camille Lefebvre, Annette Vivorka, ces deux d'ailleurs qu'on avait reçus à ce micro pour évoquer des livres parlant de leur trajectoire, parlant de leur famille et objectivant en même temps cette trajectoire. Est-ce que c'est quelque chose aussi dont vous vous êtes nourri ? Alors en fait, j'ai démarré dans une forme de bulle et de silence, qui était celle que je désirais, ne sachant absolument pas si l'ouvrage pouvait, si le travail pouvait débouter sur un ouvrage, et si je trouverais un éditeur d'ailleurs. C'est pas forcément évident. Sur ce est intervenu le Covid, donc ça a un petit peu renforcé la bulle. Et c'est à peu près au milieu du travail de rédaction que j'ai commencé effectivement à lire d'autres ouvrages avec des démarches similaires qui me parlaient. Je pense au livre de Camille Lefebvre. J'ai échangé avec Annette Vivorka sur Tombeau. Et curieusement... Elle préface votre livre d'ailleurs. Oui, merci. Et effectivement, elle me racontait à quel point elle allait sur les lieux. Elle gravissait des cols, par exemple. Et moi-même, parallèlement, j'allais sur les lieux de la détention. Donc, c'est effectivement en particulier ces deux ouvrages récents, celui de Camille Lefebvre et celui d'Annette Vivorka, m'ont aidé presque en particulier à parfois analyser ma propre démarche. Et aussi à trouver la bonne distance dans l'écriture. Vous n'écrivez pas en dehors des premières pages, mon père, mais Louis, pour arriver à objectiver aussi ce que vous écrivez. Là, le choix est arrivé très vite. Je craignais vraiment d'être trop sur un objet émotionnel. Je crois que je le suis parfois un petit peu, mais j'ai voulu mettre de la distance tout de suite parce que mon obsession au départ, était de vérifier le témoignage oral de Louis. Donc, c'est 3h30 qu'il m'avait livré. Et le besoin initial était de vérifier tout ce qu'il avait dit et de le confronter en particulier aux archives. Donc, j'ai plutôt travaillé de cette façon-là au début. Cette vérification, elle a été plutôt effective, plutôt fructueuse. On voit qu'il y a des moments où il peut se tromper sur le nombre, par exemple le nombre de détenus qui ont été emmenés pour être massacrés à la fin de la guerre par les SS. Mais en dehors de ça, les étapes, les enjeux, le témoignage oral est très fiable. Ça confirme des choses qu'on sait aujourd'hui, qui ont été établies par des travaux, notamment Annette Vivorka en a beaucoup parlé. Mais le témoignage est une source. Tout à fait, et c'était même assez fascinant de voir à quel point les faits étaient exacts. C'est-à-dire qu'en fait, ils se trompent extrêmement rarement. Je pense que c'est largement dû au fait qu'il n'a parlé en entier qu'une fois. C'est-à-dire qu'en fait, il livre un témoignage brut. Encore une fois, il n'a pas de notes, rien. Il se replonge 60 ans plus tôt, pratiquement. Mais il n'y a aucune réécriture de son travail. Et il ne reconstruit jamais l'histoire. Et là, pour le coup, c'était une grande satisfaction de constater la fiabilité de ce témoignage et parfois, après, d'aller au-delà. Alors, peut-être autre chose, en fait, plutôt d'un point de vue émotionnel, il s'arrête très brutalement à la fin du témoignage. Il ne parle plus de son rapatriement ni rien. Il n'a jamais réécouté le témoignage, il ne l'a jamais complété comme il l'avait promis. Donc, je pense que ce témoignage a été douloureux pour lui. Si on reprend maintenant l'histoire chronologiquement depuis son point de départ et qu'on dit un petit peu qui était Louis de la Bruyère au moment où la guerre éclate, il est né en 1921 et il est il est en train de devenir plutôt un jeune élève pilote. Alors, Louis de la Bruyère est parisien, il habite dans le 12e arrondissement. C'est un enfant issu d'un milieu très modeste. Sa mère est couturière, son père est un grave handicapé de la guerre 14, invalide de guerre, gardien aux entrepôts de Bercy. Il n'a pas, du fait de la faiblesse des moyens de sa famille, il n'a pas été orienté vers l'enseignement secondaire supérieur, donc il ne pourra pas passer le baccalauréat. Il est dans l'enseignement primaire supérieur, au lycée Louis Arago. Et ce jeune garçon a un rêve, c'est de devenir pilote. Alors c'est toute la mythologie des as de la guerre, toutes ces choses-là, mais il veut devenir pilote.
Il passe en mai 1939 le concours de l'école d'Istres, le concours des sous-officiers, puisqu'il ne peut pas présenter directement à l'école de l'air qui vient d'être créée. Et il est reçu 10 jours après la déclaration de guerre. Voilà qui il est au moment de la déclaration de guerre. Et il va être affecté dans un lieu qui est la jeunesse du groupe du Buharat pour sa formation à l'école élémentaire de pilotage de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, donc un lieu où il y a beaucoup de rencontres. Alors peut-être, dites-nous quels sont ses compagnons, parce que voilà, ils finissent par s'embarquer en février 1941 à 15 sur un navire. 11 d'entre eux sont de cette école de l'air. Qu'est-ce qu'ils rencontrent à ce moment-là ? Alors deux personnages très importants. Le premier est Jean Magloire d'Orange, qui est l'instructeur d'une partie du groupe du Buharat, qui est issu d'une grande famille de la noblesse bretonne, qui est sergent-chef à l'époque. Jean Magloire d'Orange voulait combattre. On a besoin d'instructeurs pour former des pilotes, donc il est affecté là. Et il est à la fois très différent de ces jeunes par son milieu social, mais en même temps très semblable par son caractère, sa volonté de combattre et son côté charismatique. C'est lui qui donnera la légitimité à l'entreprise. Deuxième personnage très important qui a intégré l'école d'Istres en même temps que Louis, également parisien, Pierre de Voissou, qui est également en formation à Saint-Brieuc et qui sera l'organisateur de la tentative, un ami très proche de Louis. Les deux seront fusillés. Et puis 8 autres jeunes qui majoritairement sont issus de ce qu'on appelle les sections d'aviation populaire, c'est-à-dire qui ne se destinaient pas à l'aviation, mais qui ont profité du programme de démocratisation de l'aviation lancé par Cotte. Ces hommes ont pour la plupart 19 ou 20 ans. Comment est-ce qu'ils vivent la défaite de 1940 ? Alors c'est un cataclysme, tout simplement, et leur réaction est unanime. Ils ne sont plus à ce moment-là ensemble. L'école de Saint-Brieuc a été déplacée du fait de la campagne de France. Certains sont partis en Algérie, en AFN. Louis est avec Pierre de Voissou et plusieurs de ses camarades sur la base d'Agen. Il écrit l'armistice, c'est la fin de tout espoir. Voilà. Sachant qu'ils auraient sans doute voulu combattre, mais ils n'ont pas eu le temps. Non, ils n'ont été que formés. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont même pas leur diplôme d'élève pilote. Ils n'ont pas combattu, mais ils ont rencontré des combattants en revanche. Alors quelque chose se noue sans doute à cet été 1940 qui va entraîner, comme on dit souvent, la volonté de faire quelque chose. On va écouter un premier extrait dans lequel Louis de La Bruyère raconte ce qu'ont pu être ses premières motivations, ses premières conceptions de ce qu'il pouvait faire fin 1940, début 1941. Et en gare de Rennes, on avait vu un train de la Croix-Rouge qui avait ramené des blessés français du front qui avaient été mitraillés par la Luftwaffe. Bon, ça c'est une parenthèse à l'air fermée. Peut-être c'est le premier déclic qui a fait que j'avais l'intention. Et puis personnellement, je considérais que, je reprends pour les paroles du général de Gaulle, dont d'ailleurs je n'ai pas entendu l'appel du 18 juin, ce qui ne m'avait pas empêché de penser à l'époque qu'il fallait continuer avec l'Angleterre, parce que, non pas que je sois anglophile non plus, hein, mais je sentais, j'avais le pressentiment que, de toute façon, eux étant d'abord une île, et connaissant leur façon d'agir et leur mentalité, qu'ils résisteraient, et je subodorais que certainement, un jour ou l'autre, les hostilités n'en resteraient pas là, et que l'Amérique forcément entrerait dans le coup. Et voilà pour la première partie. Tu savais quand même que la résistance s'organisait en Angleterre ou pas du tout? Quelle résistance? Il n'y avait pas de résistance en Angleterre. Si, il y avait quand même... je savais rien, moi, je savais rien. Tu voulais aller en Angleterre, un point c'est tout. Je voulais aller en Angleterre pour continuer, parce que je savais que là, il y avait au moins une chance. Alors, il y a beaucoup de choses dans cet extrait, ça se termine par « quelle résistance, je savais rien ». L'impression qu'il y a cette incertitude. Le nom du général de Gaulle est prononcé, mais il dit tout de suite qu'à l'époque, il n'avait pas entendu directement et peut-être même pas entendu parler. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait en dehors de toute structure, de toute organisation, de tout cadre. Alors en fait, oui et non en fait, parce que effectivement la décision de refuser l'armistice est immédiate, comme la décision d'ailleurs d'intégrer en fait Jeunesse et Montagne. On lui propose d'intégrer. Il veut pas aller jouer au Boy Scout, il le dit très clairement. Donc il admettra pas le régime du maréchal Pétain et ses camarades non plus. Mais la possibilité de résister,
ce qui est très classique des débuts de la résistance, cette France occupée, elle ne va être possible que par la solidarité créée, alors soit qui est créée au sein d'un groupe d'amis, soit d'un métier, on pense au réseau du Musée de l'Homme, soit là, en l'occurrence, au sein de l'armée. C'est cette connivence qui s'est créée à l'école de Saint-Brieuc qui leur permet l'acte de transgresser, en fait, parce qu'ils vont transgresser l'ordre établi et puis ce qui faisait d'eux des militaires, en fait. Hein, voilà. On a aussi entendu qu'il n'est pas anglophile, alors ça renvoie à des perceptions qui sont très importantes, notamment à l'été 1940, puisqu'il y a eu, on ne sait pas d'ailleurs s'il décrit avant ou après Mers el-Kébir, mais en tout cas en juillet 1940, il y a Mers el-Kébir, c'est-à-dire la flotte française en Algérie coulée par la flotte britannique, et ça, pour énormément de gens, en particulier de militaires français, dans la marine notamment, ça a été un point de non-retour, il n'était plus possible de rejoindre les Anglais après ça. De son côté, ça ne l'a pas empêché. Non, effectivement, Claude Ebzac et Pesy le dit très très bien sur la façon dont Mers el-Kébir a été vécu par des militaires. Louis, dans un autre moment de l'enregistrement, dit « Moi, j'ai très bien compris ce que faisaient les Anglais. Si les Français s'étaient comportés autrement, ça ne serait pas arrivé. » Il est en général assez brutal dans ses analyses. Donc, ça ne change rien à sa décision, mais effectivement, tout au long de sa détention, il n'éprouvera pas forcément des sentiments très amicaux envers nos amis anglais. Et puis le rapport à l'Allemagne, il dit, pas dans cet extrait qu'on vient d'entendre, mais qu'il n'avait rien de particulier contre les Allemands, mais quand même, voir un train de la Croix-Rouge mitraillé, ça avait été un élément déclencheur aussi, également la rencontre avec des pilotes polonais, donc il y a quand même des éléments qui lui rendaient la défaite vis-à-vis de l'Allemagne pas supportable. Alors ce sont tous ces enfants de 14-18, ces jeunes hommes, ils ont, beaucoup de pères sont blessés, invalides, et d'ailleurs ce seront souvent les mères qui vont du coup gérer la situation. Mais effectivement, Louis dit qu'il n'avait pas de haine envers les Allemands. En revanche, il a un vrai souci de justice. Ça le caractérisera durant toute sa déportation et même après, peut-être dans notre éducation. Donc, ce train mitraillé en gare de Rennes lui a semblé contraire aux règles de la guerre et confirme sa décision qui aurait été la même, de continuer les combats. C'est une résistance de patriotes. Donc Louis et ses camarades sont des patriotes. Une résistance qui va s'enraciner en Bretagne, ou en tout cas des efforts de résistance qui vont naître en Bretagne. Alors un choix qui n'est pas anodin, il y a évidemment l'école de Saint-Brieuc, il y a d'autres éléments, on a l'impression que peut-être la Bretagne, ce sera plus facile depuis là de gagner l'Angleterre, parce qu'il y aurait aussi peut-être l'option de passer les Pyrénées, voilà. Donc il y a toute une phase un peu de gestation du projet, moi c'est parmi les choses que j'ai trouvées les plus intéressantes dans votre livre, c'est de raconter comment faire quelque chose, oui mais quoi, comment, et avec quels moyens, dans l'improvisation, dans le dénuement, on envisage des choses très risqué, voler un bateau allemand pour aller en Angleterre, ça paraît pas très réaliste. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu dans quel climat se prépare ce qui est finalement leur tentative ? Alors, leur tentative, moi je dirais qu'elle est avec une organisation quasiment militaire. Même s'ils ne sont plus militaires, ils ont tous été démobilisés. C'est très important. L'affaire est coordonnée depuis la Bretagne par Jean Magloire d'Orange. Ils ont très vite exclu de passer par l'Espagne parce qu'ils n'y connaissent pas, ils ne savent pas comment ils passeront la ligne de débarcation. En revanche, beaucoup d'entre eux sont bretons. Certains ont des connaissances de navigation, donc ils ont choisi la mer. C'était pas encore complètement absurde, même si ils vont passer pratiquement, et plutôt ne pas passer, dans la dernière limite. Il y a des statistiques très claires qui ont été établies. La majorité des passages ont eu lieu entre juin et décembre. Et décembre, ça devenait 40, ça devenait déjà très dangereux. Mais sinon, l'organisation est quasiment militaire. Jean Magloire d'Orange recrute depuis et organise depuis Saint-Brieuc. Il fait aussi plusieurs allers-retours à Paris. Pierre de Voissou, sur Paris, commence par prendre des contacts avec des petits noyaux de résistance naissants, dont un qui sera complètement décimé, qui essaye de leur faciliter le passage vers l'Angleterre et sûrement leur confie une valise à remettre au service de renseignement anglais. Et puis finalement, comme l'affaire se présente pas si bien, ils partent début janvier 1941 en Bretagne et essayent de se débrouiller sur place. En se faisant passer plus ou moins pour des touristes. Oui. Alors là, ça c'est une partie qui semble assez incroyable et qui laisse penser, comme le dit Louis, qu'il y avait une vraie connivence de la population. Alors plusieurs sont de Saint-Malo, mais Louis et Pierre de Voissou se font passer pour des touristes en plein mois de janvier. Ils vont à la pêche aux moules, ils mangent des crêpes, ils vont au cinéma. J'ai tendance à penser que c'était assez peu crédible.
Ils font aussi des choses beaucoup plus sérieuses, comme voler du carburant, trouver un bateau, acheter un bateau d'occasion, le Bohara. Alors, dès que le bateau est trouvé fin janvier 1941, acheté à un pêcheur, il n'est pas donné, il est acheté, il est échoué au fond de la baie de la Fresnay entre Saint-Cal, Guildo et Plévenon. C'est un bateau qui a certainement déjà fait la traversée. Ils ont en fait une semaine pour se préparer. Donc tout est organisé en une semaine, voler de l'essence, compléter l'équipage, puisque le pêcheur a signalé que 11 personnes étaient insuffisantes, donc 4 habitants de Dinard vont se joindre. Que des aviateurs ou presque, bon voilà, c'est pas l'idéal, il faut quand même quelques marins un peu plus aguerris. Alors dans les élèves pilotes, il y avait le fils d'un marin pêcheur de Quiberon, le fils d'un armateur, mais effectivement vont se joindre dans les 4 habitants de Dinard 2 marins de la Marine nationale, un qui va piloter, l'autre qui va se charger du moteur. Donc l'affaire est quand même relativement organisée. Pour arriver au 12 février au soir, qui est une nuit longue, une nuit où on pourra passer avec la lune éclairant le passage, et des grandes marées. Oui, c'est les mêmes conditions qu'on a attendues finalement pour le débarquement en juin 1944. Il fallait calculer une fenêtre, un petit peu avec les mêmes contraintes. L'embarquement se fait, la navigation se fait avec des mésaventures très rapidement, en particulier une drisse qui casse, et du coup la navigation à voile est compromise. Oui, l'embarquement se fait donc le 12 février vers 20h30. Ils ont tous rejoint le long de la journée discrètement, mais habillés de vêtements civils, Pornieux, qui est le lieu de l'embarquement. Le lieu a été d'ailleurs plutôt bien choisi. Ils partent au moteur avec un tuyau de caoutchouc pour masquer le bruit du moteur et passer le fort Lalatte. Enfin, pour ceux qui connaissent verront très bien. Malheureusement, premier problème, la drisse à grand voile casse et manque d'ailleurs de tuer un des équipiers. Et puis, au milieu de la nuit, le moteur donne des signes de faiblesse. Donc, il continue avec le Phoque. Le malheur est que cette nuit est une nuit sans vent. Donc, évidemment, leur trajectoire reste bonne. J'ai fait les calculs de trajectoire. Mais évidemment, lorsqu'ils sont arraisonnés vers 11h du matin, ils ont déjà 4 heures de retard sur le projet. Alors on va écouter un extrait qui évoque cet arraisonnement par un navire militaire allemand qui patrouille devant les îles anglo-normandes, devant Jersey et Guernesey. Tandis que là, c'est un rafio qui devait faire, je ne me souviens plus, d'ailleurs, en regardant les annales de la marine allemande d'avant-hier, il y a son nom dans le procès, tu verras combien il jaugeait. C'était un truc qui faisait, à mon avis, entre 75 et 100 mètres de long. Et il n'était pas question à 15 de prendre un truc où il devait y avoir 200 gars à bord. Bon. Il s'est approché. Bon, ben, on a vu qu'il y avait les canons et les mitrailleuses quadruples qui étaient braqués sur nous. Bon, ben, c'était pas la peine d'insister. Moi, ils nous ont fait signe de monter à bord. On est monté à bord. Et puis, ils nous ont rassemblés sur la plage arrière sous la garde de matelots allemands qui se tenaient assez loin parce que sur la postale supérieure, je sais pas qu'on avait, il y avait encore un gars qui nous tenait tous en joue avec une mitrailleuse. Bon. Voilà, on entend évidemment le bébé de l'époque, mais ce récit, évidemment, qu'on imagine, ce moment qu'on imagine très intense, de l'arraisonnement, de l'échec de ces tentatives, et un échec qui va être redoublé parce que initialement ils essayent un peu de noyer le poisson, de dire que voilà, ils sont juste partis ils sont pas du tout partis pour l'Angleterre, ils sont pas des résistants, ils ont essayé de dissimuler tout ce qui est compromettant, jusqu'au moment où il y a un détail qui fait que ça marche pas du tout. On écoute la suite de ce passage. Ils ont cherché les armes, ils se sont doutés qu'on avait jeté quelque chose par-dessus bord, parce que, pas idiot quand même, ils avaient bien vu qu'il y avait des gens qui faisaient rempart sur le bateau. Ils ont trouvé les cartes, alors il y en a un qui a dit bon bah l'Angleterre, England, bon. Et puis, mais ça c'était rien encore, parce qu'ils étaient pas dupes, ils se doutaient bien qu'on n'était pas partis à la pêche à la crevette. Mais ce qui a failli vraiment tourner au drame, c'est que Dorange, qui était breton, avait emmené un petit cochon, un genre de ces petits cochons en celluloïd, comme il y en a, et sur lequel il y avait en breton écrit « Mon cul pour Hitler ». Les Allemands ne comprenaient pas le breton. Mais comme ils avaient vu Hitler sur le cul du cochon, j'aime autant de dire que ça a filé 15 nœuds sur le rafio. Là, le gars, le commandant, il a vu rouge. C'était un nazi je ne sais pas si c'était un nazi, il a vu rouge. Voilà, là, il n'y a plus une possibilité de déguiser les intentions. Hitler sur le cul du cochon
emmené par l'un des chefs de l'expédition. Du coup, c'est la machine judiciaire allemande qui s'enclenche. Tout à fait. Alors, l'histoire pas confirmée par Louis dit que le capitaine a fracassé le fameux cochon sur la tête d'Orange. Alors, au passage, ils avaient oublié les cartes aussi. Donc, la destination était claire. Et d'ailleurs, sur le journal de bord du Bernhard von Tschirky, qui est donc le bateau qui les a raisonnés, il y a marqué 15 jeunes pilotes qui voulaient rejoindre l'Angleterre. C'est à ce moment-là que sources écrites, sources orales et images se sont croisées, parce que j'ai pu justement retrouver des images pratiquement de l'arraisonnement, donc prises par un marin allemand du Bernhard von Tschirky, quelques minutes après l'arraisonnement, 2 sur la plage arrière et une à Saint-Pierre-Port. Et ces images sont saisissantes parce qu'elles confortent tout à fait le récit de Louis, à la fois sur la façon dont ils sont habillés, sur la façon dont ils déguisent très mal leur destination. Deux d'entre eux portent des casques d'aviateurs, et aussi sur leur détermination et leur calme. C'est-à-dire qu'en fait, ils parlent entre eux, ils discutent, ils ne sont pas du tout dans une situation de panique. Et notamment à ce moment-là, ils vont pouvoir s'entendre entre eux sur le fait qu'il ne s'agit surtout pas de mentionner qu'ils avaient des armes, ce qui était la condamnation à mort immédiate. Alors, la condamnation, elle intervient au terme d'une première détention d'interrogatoire. On est dans le Cotentin. Ces interrogatoires sont menés de nuit, généralement, de façon à intimider, de façon à affaiblir les jeunes gens qui sont donc interrogés. On écoute un petit extrait. La plupart du temps, entre 1h, 2h, 3h du matin, là, on vient vous tirer du sommeil. À cette façon-là, l'interrogatoire commence quand on a l'esprit bien embué. Alors, il était dans l'intention des Allemands, bien sûr, de nous faire avouer qu'il y avait des armes à bord, et d'autre part, bien sûr, de nous faire admettre qu'on partait pour l'Angleterre à partir du moment où les cartes ont été découvertes. Bon, il n'était pas question de mais on a joué le jeu, on a dit qu'il y en avait marre, qu'on voulait aller en Angleterre, qu'on était des futurs pilotes et qu'on voulait poursuivre le combat en Angleterre. Voilà. Des futurs pilotes, c'est quelque chose qui va peser en leur défaveur. Ah oui, tout à fait. Alors, il faut avoir en tête qu'à partir du moment de l'arraisonnement jusqu'au retour de déportation et la mort pour 4 d'entre eux, ils ne seront jamais confrontés aux autorités françaises. Ils sont toujours arrêtés, jugés et déportés, évidemment, par les autorités d'occupation, parce qu'ils sont dans un cadre juridique qui est celui des débuts du système de répression en France occupée. Donc, ils vont être interrogés effectivement à la prison maritime de Cherbourg, qui est le lieu d'attache du Bernhard von Tschirky, transportés à la commandanture à plusieurs reprises. Louis dit qu'il n'y avait pas de brutalité, clairement une tentative d'intimidation. À vrai dire, l'enquête est menée assez vite et avec célérité, et elle aboutit à l'arrestation d'un nombre très important de personnes, dont la mère de Pierre de Voissou, qui avait contribué à l'achat du bateau et qui sera elle aussi déportée. Toutes les personnes mêlées de près ou de loin à cette affaire seront arrêtées et déportées. Évidemment, le fait qu'ils soient de futurs pilotes, nous sommes en pleine bataille d'Angleterre, ils vont être accusés de Feindbegustigung, donc d'aide à l'ennemi. C'est un cas majeur selon le code militaire du Reich sur lequel ils sont jugés, qui se traduit uniquement par la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité. Oui, l'ignorance des autorités françaises est même frappante, puisque on voit qu'un certain nombre d'entre eux découvrent cette affaire au détour finalement d'une information, qui sont tenus à distance. Et de manière générale, on voit aussi que les Allemands essayent au maximum de tenir à distance la population, que la population, que ce soit en Bretagne ou en Normandie, soit le moins au courant possible que ces gens ont été arrêtés et vont être déportés, parce qu'ils craignent des mouvements de foule, ils craignent des tentatives d'évasion. Enfin voilà, il y a une volonté de secret qui caractérise évidemment, on le sait, la machine judiciaire et répressive allemande. Oui, sur l'affaire du Buara qui intervient donc très tôt, on est vraiment sur les premiers moments de l'occupation. Les autorités d'occupation sont vraiment dans une très forte inquiétude vis-à-vis de l'affaire du Buara qui a beaucoup marqué la Manche et laissé une empreinte durable dans la Manche. C'est assez étonnant comme cette histoire a marqué les contemporains et continue à se transmettre. Évidemment parce que il fallait empêcher toute tentative, notamment
de propagande, des propagandes gaullistes. Les autorités d'occupation parlent d'un sentiment romantique envers le général de Gaulle, et je pense que l'alliance de ces jeunes élèves pilotes et des sentiments pro-gaullistes de la population de Normandie a contribué à rendre cette affaire importante. Au passage, les tentatives des autorités d'occupation d'empêcher que cette affaire soit connue sont complètement vaines. Dès le lendemain de l'exécution, le 12 avril, de Jean-Magloire d'Orange et Pierre de Voissou, l'affaire sera divulguée par la BBC. Le lieu de l'inhumation, qui était censé être anonyme, sera immédiatement connu, fleuri durant toute la guerre. Donc, elles ne réussiront pas à empêcher que cette affaire soit connue. Alors, en dépit des tentatives, effectivement, pour faire le silence autour de cette affaire, elle est connue dans la population, elle est connue notamment par l'intermédiaire de femmes. Et il y a des femmes qui jouent un rôle en filigrane, mais très fort, dans cette aventure du Bouhara, au-delà de ces 15 hommes condamnés. Tout à fait. On pense que l'histoire du Bouhara, c'est l'histoire de jeunes hommes. Et en fait, derrière, il y a des femmes, d'ailleurs, dont le rôle parfois a été nié ou oublié, ou qui n'ont pas elles-mêmes, comme ça arrive très souvent, demandé leur affiliation, qui apparaissent. Alors, on peut en citer deux. La première, c'est à la fois deux jeunes filles de 16 ans. La première est la fille du gardien-chef de la prison de Saint-Lô, sachant qu'ils sont emprisonnés dans la partie allemande, qui va fournir papier et crayon aux détenus à la prison de Saint-Lô, juste après le jugement. Et l'un d'eux, Victor Quéré, va écrire un document qui s'appelle La glorieuse aventure du Bouhara, dont j'ai tiré le titre. Et La glorieuse aventure du Bouhara va être sortie par cette jeune fille de 16 ans, va être donnée à la résistance dans la Manche et va être diffusée dans la Manche par la résistance. À tel point que les autorités allemandes s'inquiètent au cours de la guerre, ils vont réinterroger des déportés, alors qu'ils sont déjà en déportation, pour savoir si c'est pas eux qui ont fait fuiter l'information. Oui, c'est un cas absolument incroyable d'enquête qui est poursuivie finalement jusqu'en 1942, puisqu'en 1942, plusieurs camarades de Louis vont revenir dans la Manche pour être jugés en même temps que cette jeune fille, Odette Panier, qui ne va jamais lâcher leur nom. Elle aura le courage de ne jamais le lâcher. Et donc, la deuxième jeune fille qu'on pourrait citer, 16 ans aussi, Émilienne Soulard, jeune fille originaire de Pont-sous-Avranches, qui a sectionné à deux reprises des câbles allemands. Donc, on est pareil, on est à la résistance première, ces actes individuels de résistance, arrêtés, emprisonnée à la prison de Saint-Lô. Durant la détention, elle va rencontrer Robert Laruelle, qui est un camarade de Louis. Ils vont tomber amoureux et se promettre amour. À leur retour de déportation, car ils seront déportés tous les deux, et Émilienne Laruelle aura une déportation extrêmement dure, ils se marieront. Donc c'est pour le coup une très très belle histoire. Alors si on revient aux éléments tragiques de cet épisode, c'est la condamnation à mort de 2 des 15 hommes, et Louis ressent évidemment très douloureusement cette condamnation, d'autant qu'il pense que ça aurait pu être lui. Et on s'est retrouvé dans le box des accusés, donc après étude du dossier, dans un ordre qui était de Voissou en premier, d'Orange en premier, de Voissou en deuxième, de La Bruyère en troisième, Blangy en quatrième, Ménétran en cinquième, et puis ainsi de suite. Et il s'est révélé à l'issue du jugement que les 2 premiers ont été fusillés, le troisième c'était moi, je n'ai pas été fusillé, je ne sais pas pourquoi encore. Ah là là, on perçoit quelque chose qui n'est toujours pas admis, compris, même 30 ans plus tard. Oui, je pense qu'il y a là pour le coup une forme de syndrome du survivant. Louis se place en 3e position alors qu'il est en 4e. C'est une des très rares fois où il se trompe. Les accusés ont été placés dans le tribunal par ordre de gravité des faits. Donc les 2 premiers vont être fusillés. Il a été acteur en même temps que d'Orange et de Voissou, qui est un ami très proche, et il pensait vraiment être fusillé. Et d'ailleurs, dans son témoignage, alors qu'il ira tous les ans sur la tombe de ses camarades, il ne parle pas du moment de leur mort. Et il n'arrive pas à passer le fait qu'il ait survécu et qu'eux non. Pour lui et pour les autres, c'est la déportation au Bagne, et donc un trajet en train vers l'Allemagne, un trajet qui les amène notamment à la gare de Cologne, avec un épisode très significatif qu'on peut écouter. Alors la gare de Cologne, noire de monde. Une gare du temps de guerre, énormément de troupes, des trains qui allaient dans un sens, qui allaient dans un autre, les infirmières de la Croix-Rouge, les infirmières qui servaient le vin chaud ou le café chaud aux soldats ou l'ersatz à l'allemand, tout ça, et au milieu de cette Allemagne vainqueur, conquérante, sûre d'elle-même, ça se sentait parmi la foule et tout le monde,
voir, puisqu'on était 13 gars comme ça à défiler, enfin si on peut appeler ça défiler, escortés encore d'une quinzaine ou d'une vingtaine de soldats en armes, tout le monde demandant bien sûr qui étaient ces gars-là, alors, les troufions expliquant. Et là, je peux dire que il y a eu une rumeur qui est montée de la gare sur notre passage qui n'avait rien de vraiment réjouissant. Je ne veux pas dire qu'on a failli passer au lynchage, c'est pas vrai, mais c'était plus que menaçant. Hein. Il y avait un bruit de fond qui n'était pas particulièrement sympathique. Bon, là... Alors c'est très important de noter le contexte. On est au printemps 1941, on est avant l'invasion de l'URSS, on est avant les grands revers à l'Est, on est avant aussi les campagnes de bombardement massif des Alliés sur le Reich, parce que des lynchages, il y en a plus tard dans la guerre, effectivement, d'alliés, d'aviateurs alliés notamment. Et du coup, ce que décrit Louis ici, c'est pas encore ça, mais c'est plausible comme atmosphère dans cette Allemagne nazie. Alors, cet extrait est effectivement très fort. Donc, ils ont été déportés ils sont parmi les premiers déportés. Hein. À peu près 40 personnes ont été déportées avant eux. Et ils sont le premier groupe important à partir. Ils sont d'ailleurs partis par un train de permissionnaires, pas par un convoi. Et finalement, à l'arrivée en Allemagne, en particulier à la gare de Cologne, c'est l'entrée dans le monde de la déportation, en fait. Et le choc est extrêmement brutal parce que ils étaient jusque-là dans un système, quelque part, qu'ils avaient accepté. Un système de règles, ils avaient joué, ils l'écrivent comme ça. Ils avaient perdu, ils étaient passés devant le tribunal. Que ce soit un tribunal militaire, les gênait pas tant que ça, même s'ils n'étaient pas militaires, parce qu'ils se considéraient comme anciens militaires. Et là, ils rentrent dans ce qui va être le système judiciaire et pénitentiaire allemand, et ils ressentent le choc de l'hostilité de la foule. Donc cela les plonge dans le monde hostile dans lequel ils vont vivre en fait pendant 4 ans. Ce monde hostile, c'est celui du bagne et pas du camp. Et effectivement, quand on pense à la déportation, on pense à tous les noms devenus, hélas, très, très fameux, hein, de Ravensbrück, de Bergen-Belsen, de Dachau. Là, on est dans autre chose. On est dans un bagne pour des peines de longue durée, avec notamment des prisonniers qui sont des prisonniers politiques, des socialistes, des communistes. C'est une découverte que font également ces hommes du Bouhara, mais une découverte qui est en même temps riche de possibilités, parce que ça veut dire qu'elle est riche de solidarité. Mais lui, l'atelier de menuiserie était pratiquement inaccessible, car il était pratiquement occupé par des détenus de droit commun pour les Allemands, mais dans notre esprit politique, c'est-à-dire des Allemands communistes qui étaient incarcérés pour la plupart depuis 1933-1934 dans ce bagne. Et ces gens, à notre arrivée, nous ont fait comprendre, alors c'était des hommes qui avaient entre 35, 40, 50 ans, nous ont fait comprendre, tout au moins à moi, que peut-être avait déjà-t-il remarqué mon comportement, que l'occasion se présentant, il chercherait à nous aider, car, m'avait-il fait comprendre, nous étions forcément des amis. Le terme objectif n'était pas employé à l'époque, puisqu'il n'était pas à la mode, mais nous étions forcément des ennemis, puisque tous nous étions des ennemis de Hitler. Donc ici, des solidarités à la fois logiques et improbables entre ces hommes de 20 ans et ces hommes plus âgés, entre des Français et des Allemands, entre des militaires qui se destinaient à cette carrière et puis des militants de la gauche. C'est pas les mêmes univers sociaux, mais évidemment, ils sont dans une même situation de contrainte. Tout à fait. En fait, donc, ils arrivent le 14 mai 1941 au bagne de Remscheid-Lüttringhausen, qui est globalement situé près de grandes villes comme Wuppertal. C'est un bagne construit au début du XXe siècle. Et là, ils vont être plongés dans l'univers de la déportation, du travail forcé, de la privation, de la faim. Ils perdent tous entre 6 et 8 kilos à leur arrivée. Et heureusement, ils vont trouver des alliés. Et ces alliés, ce seront, de façon assez classique d'ailleurs, ce seront les prisonniers politiques allemands, les antifascistes, anti-nazis. Très curieusement, Louis parle des communistes, mais en fait, il y a des membres du KPD et des membres du SPD, des sociodémocrates, dont le plus connu est d'ailleurs Joseph Cornelius Rossin, un prêtre allemand très, très connu, qui est une figure emblématique du bagne. Ces détenus politiques vont les repérer. Ils sont le premier groupe d'étrangers à arriver.
Après, ce seront plutôt d'ailleurs des Néerlandais et des Belges. Et ils vont les aider comment par l'affectation dans des ateliers privilégiés. Alors évidemment, la boulangerie, la menuiserie, la serrurerie, tenue, oui, par les communistes. Et ces ateliers vont les aider à survivre. Voilà, c'est un moment important. Alors je rajouterai que à ce moment du récit de Louis, on bascule dans le récit individuel. La tentative du Buara est une tentative collective. La déportation est une histoire individuelle. Chacun va vivre sa déportation à sa façon, en fonction des conditions de détention aussi. Et aussi en fonction de son caractère, c'est peut-être pas évident à dire pour vous qui êtes sa fille, mais en lisant le livre et le témoignage, on voit un homme extraordinairement plein de ressources, qui n'hésite pas à utiliser la force lorsqu'il est menacé par un détenu allemand à coups de barre de fer. Il fait comprendre qu'il va se faire respecter même au bagne, et depuis, les gens le laissent tranquille. Il décide aussi d'apprendre l'allemand parce que visiblement, il supporte pas de ne pas comprendre ce qui se passe autour de lui. On voit un esprit vraiment qui a besoin de maîtriser les choses, qui a besoin de maîtriser, de calculer, de peser le pour et le contre pour décider. Enfin voilà, on comprend qu'il ne supporte pas d'être tenu dans l'indécision et dans l'incertitude de ce qui lui arrive, donc il essaie d'apprendre l'allemand le plus vite possible. Et puis il a son caractère qui lui vaut d'ailleurs des déboires, et notamment de passer 6 mois à l'isolement, 6 mois au cachot. On écoute cet extrait. Eh ben, je suis descendu pour 6 mois en réclusion, c'est-à-dire dans le noir, dans les sous-sols, dans le noir le plus absolu, par interdiction de communiquer, mais impossibilité de communiquer. La nourriture m'était passée le matin, elle m'était repassée un peu le soir. Le minimum, je ne sais pas combien de kilos j'aurais à nouveau perdu. Et puis je suis resté, je crois, 6 mois là-dedans. Et moi, alors, dans le noir, pour essayer de garder l'esprit à peu près net, je faisais des multiplications de tête à 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, en essayant de retenir à chaque fois les multiplications, me révisant mon allemand, me récitant des mots, ce qui finalement, quand j'en suis sorti après, ça m'a créé quelques difficultés parce que je m'étais mis en tête certains mots, certaines correspondances qui n'étaient plus ça, il a fallu que je revoie ça. Et au bout de quelques mois, il a été accepté que je fasse passer un billet disant que ça commençait à bien faire et que je voulais bien sortir de là-dedans. Parce que je dis que j'y suis resté 6 mois, mais je ne savais pas pour combien de temps j'y étais. Hein. Bon. Alors on retrouve des stratégies de survie qui sont connues par ailleurs dans beaucoup de récits de déportation, le fait de se réciter des choses pour tenir. On connaît par exemple les 33 sonnets composés au secret par le résistant Jean Cassou, mais il y a quantité d'autres textes de ce type. C'est la volonté que l'esprit ne cède pas, même quand le corps est enfermé et privé de tout. Alors c'est une obsession de Louis, et c'est ce qui m'a frappé durant son récit et en analysant, c'est cette volonté de garder le contrôle. Il veut rester acteur, acteur de sa déportation, et finalement il va réussir. Donc il est effectivement descendu au cachot et ensuite à l'isolement. En fait, il passe, je pense, 3 semaines dans le noir absolu, dans ce qu'on appelle la Bunkerstrasse, et ensuite 6 mois à l'isolement dans une cellule seule, parce qu'il s'est montré insolent lors d'un interrogatoire sur la sortie du tract La glorieuse aventure du Buara. Ce moment va être un moment extrêmement dur pour lui, traumatique. C'est le moment où il perd ses repères. Effectivement, il ne sait plus ce qui se passe. Il est coupé des informations extérieures. On ne lui parle pas. Il survit en se forçant à apprendre l'allemand et l'anglais aussi. Et j'ai trouvé dans les dossiers de prisonniers qui sont miraculeusement conservés aux archives du Land à Duisbourg, une petite enveloppe à la fin du dossier de prisonnier dans laquelle il y avait des petites feuilles avec l'écriture de mon père, en l'occurrence, au crayon à papier, des mots en allemand, en anglais, des exercices d'écriture en Kurenschrift. Et ces documents ont été saisis à la fin de sa détention par les gardiens. C'est-à-dire qu'en fait, il avait réussi à la fin de la période d'isolement de se procurer du crayon et des papiers, et il s'entraînait à écrire et à parler en allemand. Alors cette dureté du bagne, elle est contrebalancée par des stratégies de survie, de solidarité, par le fait qu'il se crée un nouveau groupe autour de lui, notamment avec un détenu belge et néerlandais, avec qui finalement ils deviennent pas tout à fait les chefs du camp, mais quand même ils commencent à avoir un rôle de plus en plus éminent, ce qui leur permet d'écouter la radio anglaise avec des procédés techniques absolument incroyables pour faire circuler le signal électrique, le son sur une plainte métallique, et qu'on puisse pratiquement avoir la radio dans sa cellule. Voilà, c'est vraiment assez extraordinaire, mais aussi faire du trafic de cigarettes. Enfin voilà, on a l'impression que l'adaptation s'est faite et qu'au moment où les Américains arrivent pour libérer le bagne, finalement, il est presque comme un poisson dans l'eau dans cet univers.
Oui, à tel point qu'il ne va pas vouloir rentrer aussitôt, hein, ce qui est assez extraordinaire. Alors, en fait, la période d'isolement a été un basculement pour lui. Il a compris qu'il fallait s'adapter pour survivre. Et à ce moment-là, effectivement, son caractère l'a fait repérer par un petit groupe de meneurs et qu'il intègre. Il les cite toujours en disant le belge, l'hollandais, l'allemand. Il m'a fallu beaucoup de recherches pour les identifier. Il ne voulait pas donner leur nom. Et ce petit groupe, effectivement, c'est un peu les caïds de l'établissement, hein. Ils ont un système très clair de contrôle des affectations, en partie en lien avec le directeur, de rapport de force avec les gardiens qui mouillent grâce au trafic de cigarettes, de contrôle de l'information extérieure, contrôle de l'information intérieure. Et ce petit groupe, finalement, arrive à survivre durant cette période, moyennant quoi Louis est naturellement un peu isolé de ses camarades. La libération intervient avec là aussi des paradoxes, puisque il s'empresse pas de revenir en France, alors même que pendant la guerre, dans les lettres qu'il a pu écrire, il a dit à quel point il avait hâte, notamment de pouvoir enfin avoir un costume civil. Il n'arrête pas de demander du tissu. C'est très intéressant, hein, cette obsession qu'il a pour le costume qui enfin lui permettra de quitter le vêtement du bagnard. Mais voilà, contrairement à ce qu'on aurait pu penser et à cette volonté d'endosser ce costume d'après-guerre, il reste un certain temps en Allemagne, notamment pour s'assurer que certains gardiens seront punis. Effectivement, les Américains sont devant la prison le 15 avril 1945. Les derniers mois ont été terribles puisque c'est les moments des massacres de masse, des marches. D'ailleurs, Louis échappe également à un massacre de masse. Moyennant quoi, avec son petit groupe, ils ont réussi à faire entrer des armes parce qu'ils craignent typiquement ce massacre de masse. Et finalement, dès le lendemain pratiquement de la libération, il écrit à ses parents qu'il a des affaires urgentes à régler, qu'il est vivant, que tout va bien, mais qu'il ne va pas rentrer tout de suite. Et il écrit une phrase que je trouve extrêmement importante. Il ne dit pas « nous avons été libérés », il dit « nous sommes maîtres de la prison ». Et donc, il continue dans son rôle d'acteur, finalement. Et ce rôle d'acteur va se traduire par ce que Louis n'a pas voulu dire, hein, une recherche de nazis et des témoignages devant l'US Army avec son petit groupe de leaders contre notamment un gardien nazi accusé de mauvais traitement envers les détenus. Et qui, dans le texte qu'ils écrivent aussi, qu'ils ressentent comme un devoir moral envers ceux qui sont morts, et notamment leurs 2 camarades décédés l'année précédente. Oui, parce qu'il y a 2 fusillés, 2 morts en déportation, donc ça rappelle sur ces 15 hommes au départ qu'il y a un coût humain considérable de ces activités qui sont des activités de résistance, mais qu'on pourrait juger comme finalement ayant été peu risquées au départ pour les Allemands. C'est pas des gens qui ont porté les armes comme à partir de 1941 les résistants communistes, voilà, mais ça n'empêche pas une répression qui a été très très sévère. La répression, elle a été très bien étudiée par Gala Eisman, hein, qui m'a beaucoup aidé, ou Thomas Fontaine, hein, ce sont vraiment les ouvrages qui, sur la compréhension de la répression, m'ont aidé à comprendre. Elle a été très forte dès le début. Ce qui va changer plutôt après, c'est le mécanisme effectivement de répression. On passera plus par les tribunaux militaires, on se repartira dans des camps et pas vers des bagnes. Donc la répression a été forte. En revanche, et c'est le paradoxe, Louis le dit d'ailleurs, le fait d'avoir été déporté très tôt et dans ce bagne, les uns en particulier leur ont en partie sauvé la vie, même si 2 camarades supplémentaires vont mourir. Quelle reconnaissance il y a après la guerre des actes du Bouara, sachant que voilà, c'est de la résistance sans être la résistance dans les cadres de ce qui devient par la suite la résistance, sans être cette résistance victorieuse finalement en 1944 au moment de la libération, du début de la libération du territoire. Est-ce que c'est une expérience qui peut se mettre en parallèle avec celle des autres ? Alors je me suis beaucoup posé la question. Elle a peut-être en partie justifié ma recherche, cette question-là. J'ai pas entièrement les réponses. Ce qui est sûr, c'est que pour les élèves pilotes, dès leur retour de déportation, ils reçoivent une reconnaissance de la part du général de Gaulle. Ils sont reçus en audience, ce qui est tout à fait exceptionnel. Tous les mardis, le général recevait des résistants et des instructions très claires vont être données par le contre-amiral Ortoli, le chef d'état-major du général, pour que les élèves pilotes soient réintégrés au plus vite, ce qui va se produire.
Pour ce qui est de faire comprendre ce qu'était leur expérience très particulière, je pense que ça a été beaucoup plus complexe. Pour les questions d'affiliation, évidemment, ils ne peuvent pas s'affilier à un réseau, donc on va les affilier de façon artificielle à un réseau, ça sera Hector. Je pense que cette difficulté à faire comprendre quel type de déportation ils ont vécu justifie peut-être en partie son silence, même si, alors qu'il ne nous parlait pas du tout de sa déportation, après sa mort, on s'est rappelé qu'il passait tous ses samedis à l'amicale des déportés. Donc je pense que c'était une relation un peu ambiguë, en fait. Voilà. Vous-même, lorsque vous avez présenté cette recherche, ce livre, en Normandie, en Bretagne notamment, quel sentiment vous avez eu de la réception de cette histoire, comme si c'était une histoire à la fois enfouie, méconnue, mais qui éveillait quand même des échos, puisqu'il y a certains endroits où il y a des plaques, il y a certains endroits où il y a des traces mémorielles. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui a une résonance encore aujourd'hui ? Alors c'est très paradoxal, ça m'a énormément ému. Dans la Manche, qui est le lieu où ont été fusillés les Pierre de Voissou et Jean Magloire d'Orange, sachant que Pierre de Voissou avait des attaches dans la Manche, l'histoire est restée très vivante. Tous les ans, il y a une cérémonie sur un lieu de l'exécution. L'histoire du Buhara, alors qu'il y a eu tant de malheurs dans la Manche, tant de destruction, que le village d'Orgland, où les jeunes gens sont enterrés, a été quasiment détruit. L'histoire est restée très très présente dans la mémoire collective. C'est extrêmement surprenant. Il y a encore des gens qui se rappellent de ces jeunes hommes. Donc elle s'est prolongée dans la Manche. En Bretagne, elle réapparaît en ce moment, même s'il y a un monument à l'endroit, enfin une stèle à l'endroit du départ. Elle est plutôt redécouverte, comme si effectivement la résistance en Bretagne réintégrait ses premiers résistants. Alors que l'histoire était connue. Bon, si on lit Jacqueline Saint-Clivier, on sait ce qu'a été cette première résistance, mais elle s'était un petit peu enfouie en Bretagne et elle est en train de renaître. Alors, il y aura évidemment encore beaucoup d'autres choses à évoquer et que vous retrouverez dans le livre dont je rappelle le titre, L'aventure du Buhara, résistance et déportation 1940-1945. Est-ce que pour terminer, vous auriez des conseils de lecture que vous voudriez partager avec nos auditeurs ? Alors, ce sont deux ouvrages qui m'ont beaucoup aidé, qui sont des sources premières mais écrites en l'occurrence et qui ont été rééditées. Donc le premier texte, c'est celui d'Agnès Imbert, qui était du réseau de musées des Eldom, qui a été condamné par le même système que Louis, et dont l'ouvrage a été réédité en 2004 avec une introduction absolument passionnante de Julien Blanc. Donc je pense qu'il faut relire ce témoignage qui est celui d'une femme de caractère incroyable, qui va aussi d'ailleurs rester pour faire la chasse aux nazis. Le deuxième, c'est un ouvrage aussi qu'il faut relire parce qu'il témoigne vraiment ce qui est la découverte des camps. C'est celui d'Olga Wamser, Le retour des déportés quand les Alliés ouvrirent les portes. Cet ouvrage a été réédité en 2020 avec là aussi une préface d'Annette Vivorka. Et je trouve que ces témoignages sont vraiment très précis sur la façon dont on a découvert et organisé en fait la libération et le rapatriement. Donc je les conseillerais. Alors je me permets d'ajouter, puisqu'on évoque Annette Vivorka, qu'elle a écrit un beau livre qui s'appelle 1945, la découverte, qui est sur le périple de ces deux militaires correspondants de guerre, Meyer Levin et Eric Schwab, un Américain et un Français, qui parcourent le front et qui sont parmi les premiers à découvrir les camps nazis. Et c'est un livre très bref, mais très très intéressant si ces périodes... voilà, et évidemment, Tombeau m'a beaucoup aussi parlé. Voilà. Vous retrouvez toutes les références sur le site parolehistoire.fr. Merci Isabelle Neuschwander. Merci beaucoup André Lez.